Anthony, Oui. qu'est-ce que les gens ne savent pas sur toi et qui pourrait les choquer? Je suis pas 24 heures sur 24 comme je suis sur scène. Il y en a qui pensent que parce que tu es comme ça sur scène, Que tu as plein d'énergie et du que coup, toute tu la seras journée pareil. tu vas être au taquet. J'étais comme ça à mes débuts de carrière. Et puis après 7 ans de carrière, tu as fait OK, stop. Tu peux pas être en mode représentation comme ça toute la journée. Ça crée un déséquilibre dans le corps, dans la tête, dans tout. Et puis t'as cette... tous les artistes ont peut-être une espèce de fêlure, un truc à combler, besoin d'amour, de reconnaissance ou de ci ou de ça. Et je l'avais comblé. Donc tu as plus ce besoin de performer pour... J'avais plus besoin, puis j'aimais pas ça non plus, j'aimais plus ça. J'avais besoin d'un peu d'équilibre. Puis après, bon, ça, je vais parler pendant une demi-heure, puis je vais Très pas bien. répondre aux autres questions. On dit souvent que les humoristes sont des gens qui sont très tristes au quotidien. Est-ce que c'est une légende? C'est non, c'est pas vrai, mais oui, je connais des artistes, des humoristes qui sont dépressifs, mais c'est ça, on peut pas être en représentation tout le temps. Donc il faut cet équilibre. Et moi, j'aime que ce soit les autres qui me fassent rire. Et j'ai pas besoin d'être le plus drôle à table. J'ai pas besoin d'être. Au contraire, donc je vais être à un repas, puis je vais me mettre en retrait, puis je dis faites-moi rire. Vous, faites-moi rire. J'ai pas besoin, quand je suis entouré d'humoristes. Ça aussi, j'ai passé par-dessus ça dans la vingtaine déjà. J'ai commencé à 19 ans, mais ce côté où tu as des humoristes à table, on était jeunes, fous, puis il y a cette espèce de compétition où c'est celui qui sort la meilleure vanne. À un moment donné, j'ai pas besoin. J'ai plus besoin de. Tu en as parlé un tout petit peu tout J'ai à plus besoin l'heure de ça. et t'as changé de sujet. Dis-moi. Est-ce qu'il y a... Pour la Avec dépression. Pour la dépression. Non, D'après les études, dans le showbiz, ce sont les humoristes qui souffrent le plus de dépression. Pourquoi? Parce que il y a des hauts et des bas et des hauts et des bas tout le temps. Pim, pim, pim. On connaît personne. Là, j'arrive à Sanary-sur-Mer, je connais personne. Tout à l'heure, la salle sera pleine. Hey, 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 hey. Après, tout ça, à nouveau. Le centre de l'attention, puis après, frappe, tout seul dans ta loge. Tout seul dans ta chambre d'hôtel. Seul. Suite 412. Mais seul, c'est ça. On se retrouve seul donc c'est ça, bim, bim, tout le temps. Tandis que le chanteur, il a des sas de compression et de décompression qu'on n'a pas nous. Donc, à la longue, ça peut faire... je sais qu'il y a des humoristes qui peuvent craquer, ou ça peut... En tout cas, d'après les études, ça fait ça. Ils disent que dans le showbiz, c'est les humoristes qui ont le plus de dépression. Il y a beaucoup de TDAH. C'est ce que j'ai entendu aussi. Dans le showbiz. Et moi, dans les artistes dans les artistes toujours, j'ai été diagnostiqué l'année dernière. Ça m'étonne pas. Je m'en doutais depuis pas mal d'années, ma femme, mon entourage aussi. Et puis, finalement, j'ai été diagnostiqué. Ben, ça a expliqué pas mal de choses. Après, je suis allé à fond lire des trucs là-dessus, regarder plein de vidéos de psychologues, de psychiatres, de spécialistes, et puis j'ai dit ceci explique cela dans ma vie, je comprends pourquoi je fonctionne comme ça, oui c'est vrai, ça c'est moi. Voilà. Donc tu dis ok, c'est une force et en même temps je veux pas dire faiblesse, mais c'est un inconvénient quelquefois, et c'est une force pour mon métier, le fait de penser à 10 000 trucs en même temps. T'es sur scène, t'arrives à tout entendre, tout voir dans la salle, comprendre, mais ça peut être un inconvénient aussi où je me retrouvais à table et je pouvais écouter 8 conversations en même temps, sans faire exprès. Hein. C'est comme, j'écoutais, je te parlais et puis j'entendais tout ce qu'il y avait autour. Circulait autour. Voilà, excuse-moi, t'as dit un truc tout à l'heure, c'est pas ça. Oui, toi, attends, non, j'ai jamais fait ça. Et Chirac, c'était blablabla. Et blablabla, c'était comme ça tout le temps. Puis après, tu vieillis, ton cerveau fait oh bijou. Voilà. Est-ce qu'à un moment là-dedans, tu t'es senti vraiment seul? Tu en as parlé un peu tout à l'heure. Plus la notoriété monte, plus on se sent seul ensemble. Ce que je disais, tu es seul ensemble. Qu'est-ce que ça signifie? Seul ensemble, ça veut dire que, encore une fois, beaucoup de gens autour te connaissent, mais toi, tu les connais pas. Eux, ils ont l'impression de te connaître. Ils t'ont vu dans leur salon, ils viennent te voir, tu marches, la tape dans le dos, tu dois mettre tout ton instinct animal, tu dois mettre à off,
ou le refouler, le côté, hop, parce qu'on tape dans le dos, tu te retournes, tu vas lui en coller une, puis pap, c'est Cavana, putain, merde! Là, ce côté, puis d'être au début, t'es trop gentil. Parce que moi, je traite les gens comme j'aimerais qu'on me traite. T'es trop gentil, puis il y en a qui abusent de cette gentillesse. Et puis, après, apprendre à dire non. Apprendre à dire non. Et quand tu manges avec ta famille, puis quelqu'un vient, une photo, c'est possible. Et non, là, je suis en train de manger. Après le repas, avec grand plaisir, mais là, je suis avec ma famille. Parce que au début, tu te dis, oui, cette personne-là, elle voit très bien que je suis avec ma famille. Je suis en train de manger. Et elle s'en fiche. Donc, elle ne me respecte pas là en ce moment. De toute façon, donc tu dis, je me respecte, moi. Je vais terminer le repas et avec grand plaisir, je la fais après. On parlera après. Je fais la photo avec grand plaisir. Mais là, allez, putain, moi je m'en vais. Mais moi je mange. Il fallait venir avant que le repas commence ou après, mais maintenant je leur dis non. Avant, je faisais ok, oui, là je me levais, puis ça faisait chier toute la famille, bien sûr. Puis après, t'apprends à dire non. Quand au début, tu dis oui tout le temps. Tu dis tout en gardant en tête que j'oublie jamais que mon patron, c'est le public. Ouais. Ça, j'oublie jamais. J'ai toujours ce respect-là. Je suis sur scène. Les gens qui se sont déplacés ce soir ont peut-être fait garder les enfants. Ils ont fait de la route. Ils vont dépenser peut-être pour aller boire un coup après, ou manger après, ou avant. Et c'est moi qu'on a choisi. Il y a une offre incroyable. Ce soir, ils ont décidé à Sanary-sur-Mer de venir me voir. Donc ça aussi, je ne l'oublie pas. Quel est le rôle de l'amour et du couple là-dedans? Tu as dit une carrière qui est difficile à gérer, des moments où on n'est pas populaire au début, c'est plus simple, des moments de popularité, des moments de solitude. J'imagine dans toute carrière, des moments où ça marche très bien, des moments où ça marche moins bien. Est-ce que l'amour a toujours été un repère là-dedans pour toi? Pas toujours parce que pendant longtemps, je me disais j'aurais toujours l'amour de ma carrière, mais j'aurais pas toujours l'amour d'une femme. Puis il faut trouver la bonne femme. Donc je me disais c'est ça qui était important. Et ça c'était ça qui était ma priorité. Et puis après tu veux des enfants, puis il dit mais il faut trouver la mère. Et avec le temps, tu trouves au début tu papillonnes, où tu as des relations qui marchent moins, qui marchent pas, tu réalises que c'est pas la bonne. Et là, tu trouves la bonne, tu as des enfants, et c'est pas évident. En plus, c'est plus facile quand t'as pas d'enfants. À cause des trajets, tu me dis que à cause des trajets, c'est ça. 6 mois par an en France. En Europe, c'est plus facile quand t'as pas d'enfants. Parce qu'au début, elle venait beaucoup avec moi, elle me suivait. Puis quand elle n'avait pas envie, elle restait ou à Paris, quand on vivait à Paris, ou en Suisse, quand on vivait en Suisse. Mais avec les enfants, une fois que les enfants commencent l'école, mon fils, au début, venait avec moi partout. Et après, il commence l'école, donc c'est plus compliqué. Ils doivent rester. Là, on vit au Canada, donc bim, je dois partir. Et puis, ces 3 dernières années, je faisais 2 semaines ici, puis après je rentrais, des fois 3 semaines. Je rentrais, heureusement que l'été, je fais pas de spectacle, donc au moins l'été, je me consacre à ma famille, les fêtes, les vacances scolaires. Les vacances scolaires, tout est dans le planning. Les vacances scolaires, je suis avec mes enfants. Tu arrives à trouver un équilibre aujourd'hui? C'est ça. Des dates, voilà. Tes enfants, Noël, tu connais leur prénom? Je connais leur prénom. Mais c'est vrai que t'en manques des bouts. Ces 3 dernières années, j'en ai manqué des bouts. Puis même quand mon fils était plus jeune, même quand je vivais ici, tu pars en tournée, t'en manques des bouts. C'est un gros prix à payer quand tu fais ce métier. Tu dis dans beaucoup de vidéos, dans beaucoup de podcasts, qu'on est la somme des gens qui nous entourent. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu es bien entouré? Tu as les bons amis, la bonne femme? La somme des 5 personnes, donc j'ai bien choisi. Moi, c'est mon fils, ma fille, ma femme, mon chat et le livreur Amazon. Donc tout va bien, je suis équilibré. J'ai plus une thune, mais je suis équilibré. Tu as vécu des moments durs. Comment est-ce qu'on remonte la pente quand on n'a plus rien, quand on a le cœur vide, quand on se sent... On vit tous des moments durs, et je crois que la vie est faite de telle façon que les moments durs qu'on traverse, la vie nous donne les épaules pour les traverser. Il faut le réaliser. Et puis que en traversant ces épreuves-là, c'est le cliché, mais c'est vrai, tu deviens plus fort. À chaque fois, tu as plus de musculature. Quand ma mère est décédée, ça m'a détruit. Et puis, tu passes au travers de ça. Quand mon père est décédé, ça m'a fait beaucoup de peine. Il n'est pas mort de la même façon, mais ça m'a fait beaucoup de peine. Mais
avant que ma mère meure, tu dis, un de mes parents meurt, je pourrais pas. Je pourrais pas passer au travers, je vais mourir. Eh ben, tu passes au travers, ça fait partie de la vie. Et quand mon père est décédé, ça m'a fait très, 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 très mal, mais je savais, j'avais une espèce de musculature supplémentaire. J'ai dit, je sais que je vais pouvoir passer au travers. Donc, comment tu fais pour te relever à chaque fois? Mais si tu as des gens qui t'aiment autour de toi, ça aide. Et c'est toujours ton point de vue. Qu'est-ce qui est bon là-dedans à chaque fois? Qu'est-ce qui est bon dans cette situation? Qu'est-ce que ça peut m'apprendre? Si ça renforce. Quand tu dis, mais ça peut pas être, il n'y a rien de bon là-dedans, ok, mais imagine qu'il y a quelque chose de bien dans cette situation. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ok, voilà, je vais apprendre à être ici, je vais apprendre à faire ça. Si ça me montre ça, est-ce que j'ai une part de responsabilité là-dedans aussi? Parce que tu dis, à la fin, tu dis, tout ce qui est bien, c'est grâce à toi. Tout ce qui va pas bien, c'est à cause de toi. Tu l'attires quelque part. Je sais que c'est dur d'entendre ça, parce que c'est pas tout le monde qui va comprendre, mais au niveau métaphysique, c'est souvent, tu viens ici. Je pense que on vient sur Terre pour apprendre beaucoup de choses, que c'est une école. J'en parlais dans mon show précédent. C'est vrai. Que c'était une école ici, et qu'on doit apprendre des choses. Quelquefois, c'est très, très dur. Quelquefois, c'est facile. Les classiques, tout ce qui monte doit redescendre, tout ce qui redescend doit remonter. L'équilibre dans ta vie, de marcher au milieu, en fait. Essayer de marcher au milieu, puis c'était le roi Salomon qui avait sur sa bague, je sais pas en français, mais en gros, je traduis en anglais, c'est « This too shall pass ». Cela aussi va passer. Ça aussi, ça passera. Ça aussi, ça passera. Donc, quand tu vis une grande victoire, un moment de joie, t'en profites, mais ça va passer. Quand tu es dans la merde, tu dis « Ok, je suis dans la merde ». C'est dur, mais ça passera. Mais ça passera aussi. En vieillissant, tu comprends que la vie te dit toujours oui. Elle te dit toujours oui. Ah putain, je suis con. Oui. J'y arriverai jamais. Oui. Elle dit toujours oui. Elle te dit tout le temps oui. Si c'est ce que tu veux, ben, je vais te montrer. Ton cerveau après va te montrer que c'est ça. Ah putain, j'ai pas de chance. Ok, t'as pas de chance. Je vais te montrer que t'as pas de chance. Oui, j'ai de la chance. Oui, j'ai de la chance. Oui, ça se passe bien. Oui, ça c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Ça, je le dis comme ça, mais ça a l'air facile, mais c'est ça. Et puis, le spectacle que je fais en ce moment qui parle du bonheur, on parle des points communs qu'ont les gens heureux. Que j'illustre de façon loufoque, cartoonesque, en m'inspirant de choses que j'ai vécues. Mais le but, c'est, je me disais, ok, à chaque spectacle, j'essaie de me lancer un défi. Et puis, là, je dis, est-ce que c'est possible de parler du bonheur sans être ringard? Sans être, comment il va appeler son show? Bonheur, joyeux, gratitude. Non. Donc, on l'a appelé Happy. C'est un titre de travail à l'origine, parce que quand on écrit un spectacle, j'en suis là, on va commencer le rodage du prochain spectacle fin mai. Donc là, il me demande un titre. J'ai pas de titre, j'ai pas écrit encore le show. Mais quel titre provisoire? Donc il fallait trouver un titre provisoire. D'ailleurs, Anto, il me faut un titre, il me faut une photo, il me faut un titre. De quoi tu vas parler? J'ai aucune. Ok, le thème, ça va être ça, Happy. On verra après le rodage si on change de nom, puis on l'a gardé. Et de dire, ok, comment je peux parler de ça? Je me suis assis avec mon co-auteur Sacha Judasco, puis à l'origine, je devais faire un show qui allait parler beaucoup de PNL et d'outils, donner des outils pour aider les gens à gérer leurs émotions, à comprendre pourquoi le cerveau fonctionne de telle façon ou ils agissent de telle ou telle façon. Puis je voulais que ce soit très interactif. Les Bandler et Grinder qui ont inventé la PNL, il y a un mec qui s'appelle Anthony Robbins qui en a fait un show, qui est le coach numéro 1 de la planète. Sûr. Et moi, je me disais, je vais faire un show d'humour avec ça. Et puis, Covid arrive, on a 1h30 de spectacle, on continue à écrire par intermittence parce qu'on ne sait jamais quand les théâtres vont réouvrir. On se retrouve avec 4 heures de spectacle. Le premier soir du rodage de ce show, j'ai fait 3h30 sur scène. Puis j'avais encore une demi-heure à tester. Puis je ne peux même plus m'entendre parler. C'est long, ça commence à faire. Ça commence à dater. Je fais une parenthèse sur ce que tu me parlais tout à l'heure de la solitude d'entendre sa voix tout le temps. Oui.
Quand tu Ça me parle bien. es en promo, quand tu es toi qui est coach, Mon job aussi, quand tu es coach, M'écouter parler. tu n'en peux plus d'entendre ta propre voix, de répéter les mêmes choses parce qu'on te pose les mêmes questions. Toi, c'est bien parce que là, tu me poses pas les questions qu'on me pose Ça habituellement. va. Donc, ça me fait plaisir. Et je peux plus m'entendre. Je peux plus entendre ma voix. Ça aussi, là, tu te sens seul. Après, tu as l'impression que tu es le mec le plus ennuyeux de la planète. Tellement tu entends les mêmes choses. Je dis, oh là là, ta gueule. On sortait de COVID, j'ai dit, on va se concentrer sur le bonheur. Donc, avec Sacha, on se rassoit, puis on essaie dans ce qu'on a écrit, qu'est-ce qu'on peut garder, et maintenant, on va parler du bonheur. Donc, on cherchait les points communs qui semblaient le plus intéressant pour moi, et un point commun qu'ont les gens heureux, dire, OK, mais je peux raccorder cette anecdote de ma vie à ça. Il y a ce truc en plus, des clés où, je sais pas, les gens 2 semaines après, 3 semaines, 1 mois après peuvent dire, j'ai vu son show, et ce qu'il a dit, c'est pas bête, hein. Je peux peut-être intégrer ça dans ma vie. Il avait dit ça, je vais essayer ça. C'est vrai que je le vois dans la salle quand les gens font, ah oui, c'est vrai, je vois, ils parlent, ou se donnent des coups de coude. C'est vrai, donc, le but, c'est ça. Je suis content quand les gens m'envoient des messages après. Merci, vous m'avez fait penser, vous m'avez changé ma façon de voir les choses. C'était une vraie thérapie. Et c'est très contemporain comme façon de faire. Dans le temps, un humoriste était juste drôle, et puis des Américains se tournaient par là. Je pensais à Louis C.K. qui avait aussi un message, pas politique, mais sociologique, etc. C'était pas que être drôle, c'était aussi transmettre un message, et un message de bonheur, c'est parfait. Oui, tu avais les George Carlin, tu avais Richard Pryor, tu avais tout ça qui avait plein de messages, puis il y en a eu d'autres, mais d'aller... Oui, c'est vrai que c'est plus récent d'aller de ce côté. Et d'aller envoyer un message en même temps. Thérapeutique, si on veut. Je suis pas un thérapeute, mais je veux partager des choses qui m'ont aidé. Qui t'ont aidé. À améliorer mon quotidien. Pour toi qui parles de bonheur, l'amour en fait partie. Tu parles beaucoup de sociologie, de la société dans tous tes spectacles. Qu'est-ce que tu penses du climat d'aujourd'hui, où les femmes détestent les hommes ont peur des femmes, tout est compliqué, on ne se trouve plus. Tout est clivant, puis on a... C'est ça, dans toute la société, on casse les codes, on nous divise, en fait, dans tout. On nous divise partout. Depuis 40 ou 50 ans, on essaie d'émasculer les hommes. C'est vrai. Et puis de masculiniser les femmes. Donc, quelquefois, quand on va trop loin, mais ça fait une femme devient un homme dysfonctionnel et un homme devient une femme dysfonctionnelle. Parce qu'on veut que les hommes agissent comme des femmes. Et je le vois, ça commence à l'école, je le vois avec mes enfants au primaire. Il n'y a que des enseignantes. Il n'y a pas beaucoup d'enseignants. Très peu, oui. Et que souvent, quand un garçon... je l'ai vu avec mes 2 enfants, on n'a pas orienté quoi que ce soit. Je dis, ma fille n'agit pas du tout, elle n'aimait pas les mêmes choses que mon fils. Et mon fils avait un comportement, puis les gamins au primaire, la majorité, encore une fois, pas tous, on dit, il ne faut pas généraliser. Est-ce qu'il fait chaud à Sanary? Sur mer, est-ce qu'il y a du soleil? Oui. Pas toute l'année. Aujourd'hui, il ne fait pas beau. Mais en général, oui. Donc, des fois, à un moment donné, il faut arrêter. Je dis oui, en général. Oui, mais il y a des exceptions. Oui, exceptions qui confirment la règle. Il y a des exceptions, mais la majorité du temps, c'est ça. Donc, on veut que les garçons agissent comme des filles. Où souvent, les filles sont plus tranquilles, sont un petit peu plus douces, plus disciplinées. Et les garçons, ils ont besoin de s'extérioriser, ils ont besoin d'un effort physique. Un effort physique. Et tu le vois dans la cour d'école aussi. Tu le vois aussi, les jeux ne sont pas les mêmes. Les jeux des garçons sont hiérarchisés. Et les jeux des filles, on est tous sur le même pied d'égalité. Et tu le vois après, plus vieux, ce que ça donne. On n'a pas la même... Les jeux des garçons, OK, on a 2 équipes. Il y a des filles, oui, je sais, il y a des filles qui jouent au foot et qui jouent à des jeux aussi. Mais putain, Cavana. Un psychiatre a dit la semaine dernière, qu'il pensait qu'une idée c'était de reséparer garçons et filles à la récréation, en disant on ne force pas un garçon qui a plein d'énergie, par exemple 6-7 ans, biologiquement,
gavé d'énergie, qui a besoin de courir, de taper avec des bouts de bois, etc., on ne le force pas à rester assis. De la même manière qu'une fille, dans son développement biologique à 6-7 ans, aura d'autres envies, peut-être que ça peut même changer après, mais considérons qu'on est biologiquement différents. Et c'est tant mieux, au passage, tant mieux. On nous gave avec ça, nous ne sommes pas égaux, nous sommes complémentaires. Donc on n'est pas égaux, on ne gère pas les émotions de la même façon, on n'a pas la même biologie, voilà. Nous sommes complémentaires. Toi qui es un pied à Montréal et un pied en Europe, est-ce que tu vois des différences dans les comportements, dans la séduction homme-femme entre là-bas et ici? Oui. Petite anecdote, un copain canadien emménage à Paris et il me dit, hier soir je me suis assis dans un bar, aucune femme n'est venue me séduire. Il m'a dit, c'est quoi ce pays? Qu'est-ce que j'ai foutu? On lui a dit, c'est normal ici, tu peux t'asseoir pendant 1000 ans, aucune femme ne viendra te parler si t'es un homme. Tandis qu'au Québec, ça va arriver. À Montréal, c'est très différent. Déjà, on vit dans 2 continents différents. On est québécois, il n'est pas français, il n'est pas canadien-anglais, il n'est pas anglais, il n'est pas américain, il ne fait pas partie des Premières Nations, il n'est pas irlandais, il n'est pas écossais, il n'est pas haïtien. Il est tout ça en même temps. C'est vraiment un mélange de tout ça qui a donné un truc unique. Ça n'a pas plus en avance que nous finalement, typiquement au Québec, une forme d'égalité. Une femme peut séduire, un homme peut séduire. Comme c'est un pays jeune, les codes sont différents. Les choses évoluent plus rapidement à certains égards, et puis moins ici. Puis quelquefois, c'est bien que ça prenne un peu plus de temps pour évoluer, mais je le voyais quand je vivais ici, quand je retournais au Canada. Il y a des femmes sur le chantier. C'est jamais que tu vois ça en France. Il y a des femmes qui bossent sur le chantier, en train de réparer les poteaux électriques et tout ça. Une forme de retard en France, non? Les patronnes des télés sont que des femmes. Est-ce qu'on n'a pas du retard en France là-dessus? Oui, il y a un retard là-dessus, ça c'est vrai. Mais en revanche, le wokisme, c'est beaucoup plus woke au Québec qu'ici. Ici, il y a une étape, c'est juste une étape après. Quand je suis arrivé en France, je parlais du politiquement correct. On se foutait de ma gueule, on disait voilà, le ricain, la merloc, on parle pas comme ça, nous on n'est pas comme ça, on n'est pas politiquement correct en France, putain, non. Et c'est arrivé après. C'est arrivé après. Puis ce côté où on réduit le vocabulaire des choses. Tu réduis le vocabulaire, tu réduis la pensée aussi. Tu réduis l'ouverture d'esprit. C'est comme ça, il n'y a que ça que tu peux dire, puis tu peux pas dire autre chose. Mais non, mais il y a plusieurs façons. Non, c'est comme ça, tu n'as pas le droit de dire ça parce que tu veux. Et cette fâcheuse habitude du wokisme de nous empêcher de dire les choses pour pas froisser une personne. Tu vas peut-être froisser une personne là-bas qui ne sera pas contente. Mais c'est intéressant, même depuis tout à l'heure, et moi je suis le premier à faire ça aussi, c'est que tu t'excuses ou tu préviens à l'avance ou tu dis attention. Je risque parce que la phrase sortie de son contexte exactement, peut déclencher une avalanche, un extrait du truc qui sort, de problèmes derrière. Puis les gens ne voient pas la vidéo. C'est traumatisant quasiment. Les gens ne voient pas les choses au complet, puis en tant qu'humoriste aussi. En tant qu'humoriste, est-ce que tu peux rire de tout aujourd'hui? Quand tu es sur scène, tu vas faire un truc, puis il y a quelqu'un qui va sortir ta phrase, puis ils sont pas dans la salle, ils ont pas vu le show. Oh, il a dit ça, mais franchement, blablabla. Mais est-ce que tu as vu le show? Est-ce que tu connais le contexte? Donc, tu as pris ça pour de l'argent. Tu fais attention aujourd'hui à ça? On fait plus attention, bien sûr. Bien sûr, parce qu'il y a ça, il y a ça. On ne prendra que des phrases du contexte avec des sous-titres qui veulent dire autre chose. Puis, tu peux avoir des gens mal intentionnés qui décident de, voilà, je vais sortir ça, puis on va dire qu'il est comme ça. Il est comme ça. Quand tu es un humoriste, tu as une chance de pouvoir exagérer les choses, de pouvoir choquer. Je veux que ça pique un peu le spectacle. Évidemment, sinon ça n'a pas de sens. Mais je me moque de ce que je vois dans la société, donc j'essaie de me moquer de tout le monde et de moi en premier. Je me dis, si je me moque de moi, je peux me permettre de taper sur les autres. Et je ne tape pas sur juste une communauté, ou juste sur les femmes, ou juste sur les hommes. Est-ce que tu vas te moquer du maire de Sanary ce soir? Non, qu'est-ce qu'il y a? Il a des casseroles? Est-ce qu'il a des casseroles? Monsieur le maire. Ah, monsieur le maire. Je ne sais pas. Si tu avais un conseil à donner aux hommes, commençons par les hommes, un conseil à donner aux hommes, qu'ils soient québécois ou français, pour être heureux en amour, qu'est-ce que tu leur donnerais? Que ce soit une technique de séduction, que ce soit un comportement dans le couple, que ce soit un état d'esprit, que ce soit une façon d'être heureux à deux ou tout seul. De ne pas se plier en quatre pour une femme. Parce que la femme ne t'aimera plus après. J'entends quelquefois des coachs féminins ou des filles, mais moi je veux un mec, je veux qu'il soit comme ça, je veux qu'il soit doux, je veux qu'il soit gentil, je veux qu'il soit proche des émotions. Et si tu fais ça, ça marche pas. Elle t'aimera plus. Son attirance, c'est
Elle veut ça, mais de l'homme qui l'attire. Oui. De l'homme. Elle veut le côté homme aussi, le côté viril, le côté... et viril ne veut pas dire... Et aussi cette fâcheuse habitude d'associer masculinité à toxicité. C'est une connerie. Il y a des gens qui sont toxiques, il y a des femmes qui sont toxiques. Bien sûr, évidemment. On ne dit pas la féminité toxique, mais il y a plein de femmes toxiques. Évidemment. Il y a plein de tout autant que d'hommes. Protecteur, pourvoyeur, les 3 P, protéger, pourvoir et professer. Professer son amour, pour protéger, pourvoir. Et pénis. Le 4e P. Avec ma femme, c'est protéger, pourvoir et professer mon amour. Et en même temps, ne pas... Parce que je suis tombé dans ce piège-là au tout début où tu es trop fleur bleue, tu es trop si. Je remarque que les femmes te testent, font toujours des petits tests. Sans le vouloir quelquefois, mais des petits tests. C'est pour voir si tu gardes ton cadre masculin. Est-ce que je suis encore avec le bon mec? Est-ce que je suis encore avec le mec du début? Donc, si tu n'es pas d'accord avec elle, ne fais pas semblant que tu es d'accord avec elle. Bien sûr. Dis-le, tu n'es pas d'accord avec elle. Au début, on fait toujours l'erreur de dire je suis d'accord avec elle, peut-être que je pourrais avoir la chance de terminer la soirée avec elle. Si tu n'es pas d'accord avec elle, tu le dis que tu n'es pas d'accord avec elle. Et elle va remarquer que tu gardes ton cadre d'homme fort et c'est rassurant et attirant. Un conseil pour les femmes. Qu'est-ce que tu dis à ta fille? FBI, féminine, belle et inspirante, ne veut pas dire faible. Ça aussi, je l'explique à plusieurs femmes qui disent j'arrive pas à trouver un mec, mais si, mais ça. Les hommes ont peur de moi parce que je suis une femme professionnelle ou je gagne bien. Ils n'ont pas peur de toi. Ils n'ont pas peur de toi. Il dit c'est qu'ils veulent pas sortir avec un mec. C'est tout. Ils veulent pas sortir avec un mec. Il dit là, tu as tellement d'énergie masculine. Quand tu rentres à la maison le soir, on veut pas. On veut de la douceur, on veut de l'harmonie, on veut de la paix. L'homme, il veut la paix. Donc, ça t'empêche pas d'aller combattre des dragons le jour, puis d'être l'avocate numéro 1 sur la place de Paris. Mais quand tu arrives à la maison, je veux pas être avec. Je veux pas cette énergie de bonhomme à la maison. Et quand elles comprennent pas, je fais. Est-ce que tu serais attiré par un mec qui fait oh là là, chérie, c'est génial, c'est super, à la maison. Alors, viens voir ma collection de chaussures parce que j'ai une collection d'enfer, dans ligne et tout. Papa. Est-ce que ça t'attire? Oh non, mon Dieu, ça m'attire pas. Eh ben voilà. Je leur dis, quand toi, t'agis comme un mec, avec cette énergie de bonhomme, moi, je pas ça m'attire pas. C'est pas une question d'avoir peur de toi. On veut la paix. On veut la paix. Nous ne sommes pas vos ennemis, mesdames. Et vous n'êtes pas nos ennemis non plus. Les femmes sont plus difficiles et c'est normal. Pourquoi? Parce que c'est elles qui portent les enfants. Donc, elles doivent faire le bon choix du bon mec. C'est pour ça qu'elles ont ce côté peut-être un peu plus difficile. Voilà, j'ai des critères un peu plus... Parce que il faut trouver le bon mec, il faut trouver le bon papa. Le bon géniteur, le ci, le ça. Parce que quand on était des hommes de caverne, il fallait trouver un mec qui était un peu plus fort, qui était, pour nous aider, pour nous protéger. Donc, aussi, mesdames, ouvrez les yeux. Il y a plein de mecs, parce que ça aussi, je l'entends. J'arrive pas à trouver un mec. Ou si on les bons mecs, il y en a plein autour de vous, mais vous les voyez pas. Parce que vous regardez que le 10% maintenant. Vous visez le 10% des mecs, le top du top. Vous oubliez tous les mecs qui sont en dessous. Il y a plein de mecs formidables en dessous. Ce que j'aimerais, c'est qu'on se parle plus. On ne se parle pas assez. On est dans le débat, dans le conflit. Une autre différence entre le Québec et la France. Ici, en France, on aime débattre. On adore débattre. Tout le temps. C'est pas le cas du Québec? Québécois, et je le dis dans la version québécoise du show, les Québécois détestent débattre, détestent s'engueuler. Déteste la chicane, comme on dit. Et tandis qu'en France, on aime ça. On aime donner notre avis. On aime ici... Je devrais être le décodeur. Je suis devenu le décodeur universel. Quand je vois des Français qui viennent au Québec, je leur explique, non, voilà, les codes, c'est ça. Quand des Québécois viennent ici, je dis, les codes ici, c'est ça. Parce que j'ai appris les codes des deux pays quand je suis arrivé en France. C'est pas, ça fonctionne pas comme chez nous. Non, ça fonctionne comment ici? J'ai appris, je venais une à deux fois par mois pour apprendre à connaître ces codes. Ce serait un très bon spectacle, ça. Apprendre à connaître les codes. Ce serait un très bon spectacle parce que tu pourrais, dans deux cultures qui ont progressé différemment, avec pourtant la même langue,
tu pourrais montrer les points positifs de l'un à l'autre, les points négatifs de l'autre à l'un, et finalement permettre de voir comment est-ce qu'on peut Il y a un truc qui choque les Québécois. C'est ça le bon message. Il y a un truc qui choque les Québécois, puis un truc qui choque les Français. Sur ce côté-là du débat où les Français pratiquent ce que j'appelle l'honnêteté brutale. En France, c'est je dis ce que je pense, je te donne mon avis, je te l'ai pas demandé, mais tu me l'as pas demandé, mais je te le donne. Puis c'est pape dans ta gueule, puis c'est nul ton truc, c'est pas bien, mais je t'ai rien demandé. Pourquoi je te dis ça pour te rendre service. Ouais, je te dis ça pour te rendre service. C'est nul, c'est de la merde. Ah non, c'est con. Ah, pourquoi il fait ça? Bon. Ça, c'est l'influence anglo-saxonne, mais qui a influencé les Québécois aussi. Chez nous, c'est mal élevé, ça. Tandis qu'ici, chez nous, c'est mal élevé. Là-bas, tu ne donnes pas ton avis si on ne te l'a pas demandé. Et quand on te demande ton avis, tu arrondis un peu les coins pour que ça soit présentable et digeste. Donc, pour nous, c'est ça la politesse. Pour un Français qui arrive là-bas, il fait « Vous êtes hypocrite. » C'est vrai. Vous êtes hypocrite. Ah, il ne me l'a pas dit. Non, c'est parce que de dire les choses comme ça, et c'est considéré chez nous comme mal élevé. Chez vous, c'est hypocrite. Donc, ce sont des codes qui sont différents. Quand tu apprends à connaître les codes, mais tu présentes, comme je sais, quand je parle avec un homme, que je peux être plus direct. Quand je parle avec une femme, je fais attention au ton. Pourquoi? Parce que les femmes, avec le temps, sont devenues beaucoup plus sensibles au ton que nous. Au ton. Le ton, hein. On est d'accord. Quoi, j'aime le poisson, j'ai faim, mais j'aime le poisson. J'aime le poisson. À la tonalité, et puis elles ressentent le danger beaucoup plus que les hommes. Parce que c'est biologique, c'est l'évolution qui a fait ça. Donc, quelquefois, un homme va être direct, il va avoir sa voix un peu plus grave, puis hop, elle va se sentir pourtant, ce qu'il dit, c'est pas dangereux, il n'y a pas de menace, mais juste le temps de dire, ce mec-là, je m'inquiète, j'ai un peu peur. Donc, des fois, quand je parle avec des femmes, je sais que je dois faire attention, je vais être une voix plus douce et de présenter les choses, d'arrondir un peu plus les coins. Ah, mesdames, s'il vous plaît, il m'a demandé un conseil aussi. Quand vous nous racontez une histoire, par pitié, commencez par la fin. Commencez par la fin. Les hommes ont 6 minutes d'attention, maximum. Et c'est vrai, on a 6 minutes d'attention. 5, c'est même 2 maintenant avec les réseaux sociaux, maintenant c'est 2 minutes d'attention. Donc, concis, commencez par la fin. Après, vous pouvez nous raconter tous les détails, on a la chute. Donc, on va regarder dans votre direction, on va faire oui, puis on va faire semblant de vous écouter, mais on a la chute déjà. Au lieu de devine ce qui est arrivé à Sophie au boulot. Quoi? Logiquement, quoi? Tu vas nous dire la réponse. Alors, je te raconte. Et là, vous nous racontez trop de détails toute la journée. J'ai vu du matin jusqu'à pour nous terminer par Sophie s'est cassé le bras au boulot hier. Commencez par ça. Là, Sophie s'est cassé le bras. Ah bon? Comment c'est arrivé? Et là, vous pouvez partir, puis après 2 minutes, on est à off, mais on a la chute, donc on se comprend, puis il n'y aura pas de « Mais je te l'ai dit, mais tu m'écoutais pas, mais je te l'ai... » C'est tout. Voilà. Je dis ça parce que je le vis avec ma femme tout le temps. Et j'en ai parlé sur scène, je venais de le vivre au téléphone. J'en ai parlé sur scène. Je donne un petit conseil, c'est cadeau pour les couples. Les hommes ont maximum, encore je n'invente pas, ça aussi c'est prouvé, maximum 6 minutes d'attention. Okay? Ça, c'est l'ancienne génération. Les plus jeunes, c'est 1 minute et demie, 2 minutes. Okay? Après cette limite, c'est... Il n'y a plus personne. Tu m'écoutes pas Et puis dans la salle, c'est que des coups de coude. Les hommes font merci, les femmes font ah, je comprends. C'est vrai que je prends 20 minutes pour dire un truc que j'aurais pu dire. Voilà, on est différents, puis c'est ce qui fait le charme des femmes. Et écoutez-nous un peu quand nous on parle. Voilà, écoutez-nous un peu quand on décide de parler. Pas genre, ouais, moi aujourd'hui. Bon, alors. On s'en fout ce qui t'arrive, on s'en fout. Ce qui t'arrive à toi, on s'en fiche. Toi, tu dois être fort, et puis ferme ta gueule. Voilà. Merci Anthony pour ton temps. Oui, je suis désolé, j'aurais passé 2 heures à discuter. C'est parfait. On se refera ça en Zoom visio, avec grand plaisir. Avec grand plaisir aussi.